30 heures avant que le blocus ne soit déclaré, quelque chose observait déjà. Pas un satellite qui dérive, pas un navire qui a besoin de carburant, mais une machine en orbite à 12 192 mètres d'altitude, transmettant un flux continu de signatures thermiques et de profils de coque depuis la côte iranienne vers un centre de commandement situé à milliers de kilomètres. Elle était là toute la nuit, pendant le briefing, au moment précis où les commandants du corps des gardiens de la Révolution décidaient que leur bateau était prêt. Au moment où la première vedette rapide quittait l'embouchure du port, cette machine était en poste depuis 31 heures. Elle avait déjà compté chaque coque, relevé leur cap et la température du moteur de chaque bâtiment à quai. Ces données étaient transmises en temps réel à un réseau de ciblage qui avait déjà calculé une solution d'armement, l'avait confirmée et l'avait distribuée à chaque tireur à portée. Les bateaux avançaient. La réponse avait déjà été envoyée. Que se passe-t-il quand votre ennemi ne dort jamais? Et comment vaincre un blocus invisible? L'Iran possédait des missiles. L'Iran possédait des mines. L'Iran avait une doctrine élaborée sur plus de 5 décennies, précisément pour ce scénario. Rien de tout cela n'avait prévu un œil déjà ouvert. 30 heures. Ce chiffre est la réponse à une question que l'Iran n'a jamais songé à poser. Comment vaincre un blocus imposé par quelque chose qui ne dort jamais? Pas 30 chasseurs en patrouille aérienne de combat. Pas 30 navires de guerre en ligne. 30 heures. C'est l'autonomie de base d'un seul Guardian avant qu'il ne doive rentrer. Le temps qu'une seule machine peut orbiter le long d'une côte sans cligner, sans dormir, sans interruption de relais. Le blocus n'a pas commencé quand l'ordre a été donné. Il a commencé quand la machine est arrivée. Ici, sur l'échiquier global, nous ne comptons pas les navires, nous comptons les secondes. Cet épisode explore l'arme que personne ne met en couverture de magazine. L'architecture invisible qui a rendu le blocus de l'Iran non seulement possible, mais permanent. Au 13 avril 2026, les États-Unis avaient établi un blocus naval de tous les ports iraniens. Un groupe aéronaval dans le golfe d'Oman, plus de 100 avions répartis sur plusieurs bases avancées. Une côte verrouillée derrière un mur d'acier, de satellites et de logiciels. Mais l'Iran n'était pas une cible passive. L'Iran avait passé la majeure partie des 5 dernières décennies à concevoir sa réponse asymétrique à la puissance navale américaine, la marine du corps des gardiens de la Révolution. Des centaines de vedettes rapides, de missiles anti-navires côtiers, de batteries de défense côtière et de sous-marins mouilleurs de mines, le tout construit autour d'une doctrine opérationnelle unique, essaimer, submerger et interdire. La logique était solide. Les navires de guerre américains sont coûteux, ils sont grands, ils ne peuvent pas être partout. L'idée était de trouver les failles, de se déplacer rapidement et de frapper avant que la riposte n'arrive sur zone. En stratégie militaire, cette doctrine porte un nom, l'exploitation de la boucle ODA, observer, s'orienter, décider, agir. Chaque force militaire en possède une. Chaque cycle de décision a une vitesse. Plus votre boucle est lente, plus vous êtes vulnérable. Plus la boucle de votre ennemi est rapide, plus vos plans deviennent obsolètes avant que vous ne puissiez les exécuter. L'intégralité du pari asymétrique de l'Iran reposait sur une hypothèse: dans les eaux étroites et encombrées du golfe Persique, se déplacer plus vite que les capteurs américains ne pouvaient suivre. Essaimer avant que la riposte n'arrive sur zone. Ce que l'Iran n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un avait déjà conçu la réponse. Pas un navire de guerre plus rapide, pas un missile plus puissant. La réponse était un réseau invisible, distribué et permanent, qui rendait la boucle ODA de l'Iran effectivement dépassée avant même que le premier bateau ne quitte le quai. Ce réseau s'appelle JADC2, Commandement et Contrôle Interarmées Tous Domaines. Et pour comprendre ce qu'il fait réellement, nous devons commencer par l'aspect que personne ne glorifie. Nous devons commencer par ces 30 heures. Le MQ-9B Sea Guardian n'est pas rapide. Naviguant à environ 389 km/h, il ne peut pas intercepter une vedette rapide. Il ne peut pas poursuivre un missile. Il n'est pas conçu pour le combat aérien. Ce qu'il peut faire, c'est observer. Plus de 30 heures en continu à 12 192 mètres d'altitude, au-dessus du plafond d'engagement de tout missile Manpads, système de défense aérienne portatif, tiré à l'épaule, dans l'obscurité, sous la pluie, sans fatigue, sans distraction, sans programme de rotation. La contrainte opérationnelle est réelle. À 12 192 mètres, le MQ-9 vole au-dessus des plafonds d'engagement des Manpads, mais il se trouve bien à portée cinématique des systèmes SAM intégrés comme le Bavard 373. L'atténuation est géographique. Le MQ-9 orbite au-dessus des eaux internationales, en dehors des enveloppes d'engagement publiées des batteries côtières iraniennes. Si le rayon de la menace se déplace, l'orbite se déplace avec lui. L'empreinte du capteur reste. C'est le compromis. Vous sacrifiez la vitesse pour gagner quelque chose de plus précieux dans un blocus soutenu. Une présence qui ne cligne pas. Un pilote de chasse humain, même le meilleur de l'armée de l'air, gère environ 6 heures en station avant que la fatigue ne devienne un problème.
En remplacer un crée une lacune. Une fenêtre, une période de couverture réduite sur le secteur. Dans une guerre d'usure, ce qu'est fondamentalement un blocus naval, les lacunes ne sont pas des inefficacités de planification. Les lacunes sont la stratégie même de l'ennemi. L'œil permanent supprime cette lacune. Équipé d'un radar de surveillance maritime multimode et d'un système de ciblage EOIR, électro-optique infrarouge, haute définition. Chaque Sea Guardian en orbite dans le golfe d'Oman transmettait des vidéos en mouvement continu en temps réel, optique et infrarouge, à des centres de commandement pouvant être situés à des milliers de kilomètres. Un drone au-dessus du détroit d'Ormuz n'est pas un chasseur. C'est un phare qui émet des données au lieu de lumière. Et les données atteignent un tireur en un clin d'œil. Imaginez, des vedettes rapides du corps des gardiens de la Révolution chauffent leur moteur à l'intérieur du port de Bandar Abbas. Silence radio, aucune transmission. À 12 192 mètres, le capteur infrarouge du Sea Guardian détecte 30 signatures thermiques distinctes en pleine montée en puissance. Un schéma incompatible avec tout profil de trafic commercial. La classification se fait automatiquement. En moins de 2 secondes, le paquet de données, nombre de moteurs, profil de coque, vecteur de vitesse estimé, est déjà en train de s'élever via une liaison de données cryptées vers le cloud ABMS. 2 secondes. C'est la latence entre le moment où les équipages tournent une clé et celui où un centre d'opération situé à des centaines de kilomètres dispose d'une image de ciblage complète. Les bateaux n'ont pas encore bougé. Le MQ-9 ne fait pas qu'observer. Il observe, classifie et lorsque la géométrie est bonne, il tue. Depuis la même orbite, à la même altitude, sans quitter sa station. Armé de missiles AGM-114 Hellfire, conçus pour les véhicules blindés, mais dont l'efficacité a été prouvée égale contre les coques en fibre de verre et les moteurs hors-bord, le Sea Guardian peut opérer en mode chasseur-tueur complet. Il localise l'essaim depuis l'altitude, classifie chaque navire et commence à neutraliser les éléments de tête avant que la formation n'atteigne une géométrie d'attaque cohérente. Et en 2025, General Atomics a dévoilé la prochaine étape à Sea Airspace, un pod laser haute énergie de 25 kW conçu pour la cellule du MQ-9B. Les composants principaux ont été testés sur des plateformes terrestres et aériennes. Les essais en vol entièrement intégrés sont en cours. Silencieux, aucune signature acoustique, aucune traînée de missiles. Un faisceau focalisé depuis une altitude qu'aucun manpats ne peut atteindre, conçu pour brûler les capteurs et les conduites de carburant, un bateau à la fois. La doctrine d'essaimage de l'Iran supposait que l'essaim pouvait survivre assez longtemps pour atteindre sa cible. Le MQ-9 était la réponse technologique à cette hypothèse. Pendant 4 décennies, l'E-3 Sentry, avec son disque rotatif distinctif au sommet d'un fuselage de Boeing 707 modifié, a été le système nerveux de la projection de puissance aérienne américaine. Ce radar rotatif pouvait couvrir un rayon de plus de 400 km. Il commandait la bataille aérienne. Il suivait des centaines de contacts simultanément. Il était, pour son époque, extraordinaire. Mais l'E-3 a un problème fondamental et mécanique, l'antenne doit tourner. 6 révolutions par minute. Ce qui signifie que toutes les 10 secondes, le radar effectue un balayage pour mettre à jour chaque contact suivi. 10 secondes, c'est l'écart entre savoir et ne pas savoir. Dans la guerre navale moderne, en particulier dans les eaux confinées et commercialement encombrées du détroit d'Ormuz, 10 secondes représentent un temps extrêmement long. L'E-3 Sentry est une horloge mécanique. Il balaie tic par tic. Voici le problème de conception. Vous êtes un planificateur naval du corps des gardiens de la Révolution. Vous avez 30 vedettes rapides. Votre mission: approcher un destroyer américain avant que la riposte ne puisse vectoriser un soutien aérien sur votre position. Sous un radar E-3, avec son cycle de balayage de 10 secondes, vos bateaux parcourent environ 200 mètres entre chaque mise à jour radar. C'est 200 mètres de cécité radar effective, suffisant pour changer de cap, suffisant pour diviser votre formation, suffisant pour disparaître dans un groupe de navires de pêche que le radar mécanique ne peut distinguer du trafic militaire dans cet encombrement. Sous un E7 Wedgetail, cette fenêtre est une fraction de ce qu'elle était. Cette fraction n'est pas une lacune, c'est un piège. Le 7 Wedgetail, l'avion vers lequel l'US Air Force est en train de transiter, remplaçant la flotte de 3, transporte quelque chose qui ne tourne pas, l'antenne MESA, un réseau à balayage. Électronique multirôle construit par Northrop Grumman. Au lieu de balayer mécaniquement un faisceau, le MESA oriente l'énergie radar électroniquement en quelques millisecondes. Le taux de mise à jour passe de 10 secondes à une fraction de cela. Assez rapide pour qu'une vedette rapide, naviguant à 74 km/h, n'ait presque aucune marge de manœuvre entre les balayages sans être suivie à travers le changement. Et de manière critique dans le golfe Persique, le système MESA différencie les navires militaires en mouvement du fouillis marin en utilisant le traitement Doppler. La physique est ici spécifique. Les vagues océaniques sont stationnaires par rapport à la surface de l'eau.
Une vedette rapide du corps des gardiens de la Révolution ne l'est pas. Le 7 traite cette différence de vitesse, séparant le signal du bruit dans l'environnement littoral peu profond et encombré du détroit, d'une manière que l'E3 ne peut pas faire mécaniquement. La contrainte de taille de la flotte est réelle. L'US Air Force est toujours en transition de l'E3 vers l'E7 et l'inventaire des Wedgetail reste à un chiffre. Chaque cellule, pendant la construction de la flotte, est opérationnellement irremplaçable. En perdre un développerait un véritable angle mort pour le réseau de suivi. Mais dans un blocus, vous n'avez pas besoin d'une douzaine. Vous en avez besoin d'un au bon endroit, à la bonne altitude, et les données qu'un seul -7 génère multiplient simultanément la létalité de tous les autres actifs du théâtre. Dans cette architecture, un seul E7 fournit une connaissance de la situation sur une vaste zone de plus de 4 millions de kilomètres carrés par mission, une superficie équivalente à environ la moitié du continent australien. Alimentant des groupes aéronavals, des flottilles de destroyers et des escadrons de F-15E, opérant sur 3 étendues d'eau distinctes en temps quasi réel. Ce n'est pas un capteur, c'est le radar pensant. Un système nerveux pour un théâtre de guerre entier. Mais un radar qui voit tout est inutile si les avions qu'il guide manquent de carburant. Et le carburant, dans un blocus qui se mesure en mois, est la variable que personne ne met en couverture de magazine. Personne ne fait de documentaire sur un avion ravitailleur. Le KC-46 Pegasus ne transporte pas d'armes. Il ne peut pas se défendre. Il n'a aucun avantage en termes de surface équivalente radar, pas de potes de ciblage, pas de forme furtive. Esthétiquement, c'est un Boeing 767 modifié, peint en gris. Ce qu'il transporte, c'est 96 298 kg de kérosène. Et ce seul fait logistique est la différence entre un blocus qui tient et un blocus qui s'effondre discrètement à 3 heures du matin. Un avion de chasse sans ravitailleur est un sprinter sans jambes. Il court parfaitement 100 mètres, puis il s'arrête. Le blocus de la côte iranienne n'avait pas besoin de sprinter. Il avait besoin de coureurs de marathon. Des actifs capables de maintenir leur position au-dessus d'un point d'étranglement contesté non pas pendant des heures, mais pendant toute la durée. Voici ce qui se passe sans ravitailleur. Un B-52H, effectuant des missions de mouillage de mines depuis Diego Garcia, se trouve à 6112 km du détroit d'Ormuz. C'est environ 13 heures de vol aller simple. Le bombardier ne peut pas faire ce voyage et revenir avec son seul carburant interne. Il a besoin de ravitailleurs. Plusieurs KC-46 positionnés à travers l'océan Indien, remplissant ses réservoirs à l'aller comme au retour. Supprimer les ravitailleurs et la mission ne se dégrade pas. Elle disparaît. Les mines ne sont pas posées. Les approches portuaires de Bandar Abbas restent ouvertes. Et chaque planificateur du corps des gardiens de la Révolution, qui a étudié les schémas de patrouille américains, sait exactement quelles missions disparaissent au moment où la chaîne de ravitaillement se rompt. Le KC-46 ne fait pas que maintenir les avions en vol. C'est la seule raison pour laquelle certains avions peuvent atteindre le combat. Considérez maintenant l'économie. Une seule heure de vol d'un KC-46 coûte des dizaines de milliers de dollars. Un destroyer Harley-Burke Flight 3, le navire que le ravitailleur protège indirectement, coûte plus de 2,5 milliards de dollars par coque. Si la chaîne de ravitaillement se rompt pendant 6 heures et qu'un essaim du corps des gardiens de la Révolution trouve la brèche, le calcul est vite fait. Il y a une expression que les commandants utilisent lorsqu'ils veulent signaler leur détermination. Aussi longtemps qu'il le faudra. Ce que cette expression ne dit pas, ce qu'elle ne peut pas dire, c'est qu'elle expire au moment où les chasseurs atteignent leur point de carburant critique, environ 4 heures après le début de la mission. Supprimez la chaîne de ravitaillement et le blocus a une date limite stricte que personne n'annonce. Maintenez-la en marche et aussi longtemps qu'il le faudra devient un fait physique plutôt qu'une promesse. La logistique n'est pas un support. Dans un blocus naval soutenu, la chaîne de carburant est l'arme. Voici ce qui change lorsque vous maîtrisez ces 3 vecteurs simultanément. Un œil qui observe sans dormir. Un centre nerveux qui traite le fouillis et se met à jour plus vite que n'importe quel. Radar mécanique. Une chaîne de carburant qui rend la présence permanente physiquement possible. Individuellement, chaque capacité est impressionnante. Prises ensemble, elles accomplissent quelque chose qu'aucun système d'armes unique ne peut faire. Elles éliminent les conditions dans lesquelles la stratégie de l'Iran peut fonctionner. JADC2 n'est pas un système d'armes. C'est le réseau de tir, Killweb, une structure qui supprime l'espace de décision de l'adversaire. Le MQ-9 signifie que vous ne pouvez pas lancer une attaque sans être vu. Le 7 signifie que vous ne pouvez pas manœuvrer sans être suivi. Le KC-46 signifie qu'il n'y a pas de fenêtre, car l'avion qui surveille cette fenêtre ne rentre jamais se ravitailler. Que reste-t-il? Exercice après exercice. RIMPAC 2024, Northern Edge, essai d'intégration en mer de Norvège. La latence capteur-tireur de cette architecture s'est compressée à quelques secondes. La détection,
La classification et l'attribution des armes se mesurent au temps qu'il faut à une vedette rapide pour parcourir la longueur de sa propre coque. La mise en garde opérationnelle est tout aussi réelle. JADC2 n'est pas entièrement mature. Dans un environnement contesté en direct, sous guerre électronique soutenue brouillage et usurpation GPS, la latence augmente. La chaîne de tir ralentit. Mais plus lent que parfait reste plus rapide qu'un adversaire exécutant une boucle de décision manuelle via une chaîne de commandement conçue pour une autre époque. Et cette lacune, mesurée en secondes entre la détection par capteur et le tir, est la fondation même du blocus. JADC2 ne gagne pas en ajoutant des armes au combat. Il gagne en compressant le temps entre voir et tirer jusqu'à ce que les armes de l'adversaire deviennent inutiles avant même d'être employées. John Boyd, le pilote de chasse de la guerre de Corée qui a le premier cartographié la boucle OUDA, soutenait que le cycle de décision le plus rapide gagne chaque engagement, quelle que soit la puissance de feu. JADC2 est son théorème à l'échelle. Ce n'est pas la supériorité aérienne, c'est la supériorité décisionnelle. Et la supériorité décisionnelle est le point culminant de chaque choix de conception que nous avons examiné aujourd'hui. L'œil persistant à 12 192 mètres au-dessus de la portée des manpads. Le centre nerveux AESA qui sépare le signal du fouillis marin. La chaîne de ravitaillement qui fait de aussi longtemps qu'il le faudra, plus qu'une simple déclaration. Le blocus des ports iraniens a été appliqué par des navires, des chasseurs et des bombardiers. Cette partie est visible. Cette partie est photographiée par les médias sur les ponts d'envol des porte-avions. Mais l'architecture sous-jacente, la couche ISR persistante, le centre nerveux AUSA traquant à travers l'encombrement du Golfe, la chaîne logistique permettant une présence 24h/24 et 7J/7, le réseau de tir basé sur l'IA fusionnant les flux de capteurs en une boucle de décision unique et compressée, cette partie est invisible. Et c'est elle qui a permis au blocus de tenir. Un haut responsable du CENTCOM a déclaré que le blocus se poursuivrait aussi longtemps qu'il le faudra. Cette déclaration n'a de sens physique que grâce à tout ce que nous avons abordé aujourd'hui. Voici la question que JADC2 force chaque futur adversaire, pas seulement l'Iran, à se poser. Si bouger signifie être vu, agir signifie être ciblé, et réagir signifie arriver après que la boucle soit déjà refermée, avez-vous vraiment une marine? Ou avez-vous du matériel coûteux qui rouille à quai, attendant une fenêtre qui s'est refermée, avant même que vous ne sachiez qu'elle existait? Abonnez-vous à l'échiquier global. Nous ne comptons pas les navires, nous comptons les secondes. Le réseau de tir est déjà en marche.